Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie. Pour commencer cette émission, je vous invite à cliquer dès à présent sur le pouce en l'air en bas de l'écran et à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement, vous l'avez compris, sur Internet. Commençons tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, c'est Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Philippe Murer, vous êtes économiste, vous avez travaillé à la BNP chez Natixis, vous avez publié une note pour la fondation Res Publica intitulée « Les scénarios de dissolution de l'euro ». Ça, c'était avec Jacques Sapir et Cédric Durand. Vos deux derniers ouvrages, je le précise à nos téléspectateurs, sont disponibles sur la boutique officielle de TV Liberté. Leur titre, « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » et « Sortir du capitalisme du désastre ». On est dedans en ce moment. Ces deux livres très à la mode, je vous le confirme, Philippe Murer. Alors, commençons, Philippe Murer, rebelote, comme contre le Covid, Emmanuel Macron nous refait le coup du « nous sommes en guerre ». Il l'a déclaré le 5 septembre dernier. On sait que le chef de l'État aime prendre quelques libertés avec nos institutions, mais sommes-nous réellement, légalement surtout, en guerre au regard de notre Constitution, Philippe Murer ? Non, vous avez raison de le souligner. Si nous sommes en guerre, le président doit aller devant le Parlement, l'informer que nous sommes en guerre. C'est l'article 35 de la Constitution. Il ne l'a pas fait, donc nous ne sommes pas en guerre. Et d'ailleurs, si la guerre dure plus de 4 mois, le gouvernement doit demander l'accord du Parlement pour continuer la guerre. Donc Macron joue avec ses mots, quitte en plus, il faut quand même regarder le côté russe. Le côté russe entend en permanence les Français, voire les Européens, dire qu'on est en guerre contre la Russie. Il faudrait quand même un peu de responsabilité, parce que le problème est de ne pas se retrouver sans le vouloir, entraîné dans une guerre contre la Russie. Je pense que personne ne le veut. Le problème, c'est qu'il y a Le Drian, début mars, qui avait expliqué, agité la menace de guerre nucléaire. Il avait dû être repris par l'ensemble des médias et des politiques. Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux et que nous étions en guerre économique contre la Russie. Et il a été repris. Et là, maintenant, c'est Macron qui dit que on est en guerre énergétique contre la Russie. Et je trouve qu'ils sont complètement irresponsables. D'autant plus que quelque chose de très important, c'est que Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient garants des accords de Minsk, en fait, depuis 2014. C'est-à-dire du fait qu'il y ait une pacification de l'Ukraine, que l'Ukraine arrête de bombarder notamment le Donbass, la région russophone ukrainienne du Donbass. L'Ukraine a arrêté de payer les retraites, a interdit à ces gens de parler russe dans la vie courante, et en plus de ça, a continué à les bombarder. On sait d'ailleurs qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, qui était Jean-Marc Ayrault, avait été en Russie, mais pour taper du poing de la table, visiblement pas assez fort, puisque rien n'avait été suivi des faits. L'Ukraine avait continué à bombarder le Donbass. Et pourtant, ils avaient un levier très simple à utiliser. En fait, l'Ukraine est un pays qui est en quasi-faillite depuis 8 ans. En fait, sa note est notée simple C. Or, c'est l'Union européenne qui le tient à bout de bras, qui, pendant que l'Ukraine bombardait le Donbass, fournissait milliards d'euros sur milliards d'euros au régime ukrainien pour qu'il tienne. On a donné 17 milliards d'euros en fait à l'Ukraine avec l'accord de Macron et de Merkel. Et alors que c'était un effet de levier énorme pour qu'ils arrêtent de bombarder et pour qu'ils respectent enfin les accords de Minsk. Donc je ne dirais pas que la France est responsable, mais Macron est responsable d'avoir rendu cette guerre possible, voire, je ne dirais pas dire inévitable, parce que Poutine aurait dû agir autrement, ne pas violer le droit international et ne pas envahir l'Ukraine. Mais n'empêche qu'en laissant bombarder l'Ukraine comme ça, c'était quelque chose de très grave. Et dernière chose que je voulais dire sur ce mot guerre, vous avez dit justement, c'est comme pour le Covid. Pour le Covid, on était en guerre contre un virus, ce qui est absurde puisque notre corps a des milliards de virus à l'intérieur, donc nous sommes en guerre contre nous-mêmes finalement. Alors que c'est un équilibre qu'il faut de notre corps et un bon système immunitaire qui sont nécessaires avec une bonne alimentation, etc. De la même manière, on explique qu'on est en guerre, alors qu'on n'est pas en guerre contre la Russie. Et pour quelles raisons ? Ça a deux intérêts pour Macron, pour instrumentaliser le débat. Premièrement, envoyer de la peur et de la sidération sur toute une partie de l'opinion publique. Ce qui fait que l'opinion publique va accepter des mesures complètement inacceptables, qu'elle n'aurait jamais acceptées si ces mots n'avaient pas été prononcés.
Je pense au confinement, à leur fermement pour le Covid, par exemple. Et je pense au fait qu'on va subir une grave récession et qu'on n'aura pas d'énergie et une pénurie d'énergie cet hiver pour cela. Faire peur à la population pour qu'elle se tienne à carreau. Exactement. Et pour qu'elle suive. Et avec l'autre chose, puisque nous sommes en guerre, ceux qui s'y opposent, comme TV Liberté ou moi-même, en disant il faut chercher la paix, eh bien nous sommes forcément des traîtres à la patrie, puisque nous devons suivre la patrie qui est en guerre. Voilà comment Macron est irresponsable, et Macron instrumentalise cela pour faire de plus en plus d'autoritarisme. Alors dans cet autoritarisme, justement, Emmanuel Macron est secondé par sa maîtresse, Ursula von der Leyen. Elle a dit le 14 septembre dernier, lors de son discours sur l'état de l'Union, espèce d'imitation du discours de l'Union américain, qui est un pays. L'Union européenne n'est pas un pays, rappelons-le. Elle a dit ceci: le secteur financier de la Russie est à bout de souffle. C'est le Kremlin qui a mis l'économie russe sur la voie de la désintégration. Ils sont à bout de souffle, les Russes? Alors les Russes, déjà, ils avaient 600 milliards de réserves de change. Certes, on leur en a volé 300 milliards en bloquant toutes les réserves de change en dollars et en euros, mais enfin, ils avaient encore 300 milliards de réserves de change et aucune dette publique. En plus de cela, ils ne sont pas du tout à bout de souffle, puisque grâce aux sanctions, comme le disait François Langlais sur RTL, ils sont noyés sous le cash, les Russes. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils auront 100 milliards de dollars de recettes de plus grâce à la hausse des prix des hydrocarbures, due elle-même aux sanctions de Mme von der Leyen et Macron. Donc on est dans le ridicule. Non, la Russie n'est pas à bout de souffle, ces sanctions ne fonctionnent pas. Et de toute manière, au niveau financier, effectivement, la Russie est en train de se découpler du système occidental. Ils ont créé un système alternatif avec la Chine, l'Inde et tous les pays du BRICS, qui est un système financier alternatif à SWIFT, le système international américain. Et donc, ils sont en train de se découpler de nous. Et toute la sphère des BRICS est en train de se découpler de l'Occident. Il est en train de se financer et de se dédollariser. Et même des pays d'Afrique, l'Algérie, des pays d'Amérique du Sud, l'Arabie Saoudite commence à faire payer son pétrole en yuan ou imaginer de le faire. Voilà, on a toute l'architecture de financement international qui est en train de changer, mais plutôt à l'avantage des BRICS et malheureusement pour nous, au désavantage de l'Occident. Oui, donc Ursula von der Leyen a bien dit « Nous avons coupé les 3/4 du secteur bancaire russe des marchés internationaux », mais les Russes n'en ont que faire de ça, puisqu'ils fonctionnent autrement maintenant. Exactement, et des marchés financiers internationaux occidentaux. Et eux vont sur les marchés financiers internationaux parallèles qui ne sont pas occidentaux et qui pèsent 80% de la population mondiale. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied en affaiblissement de notre propre système financier et en créant en fait potentiellement une puissance financière qui serait une puissance financière des BRICS. Elle a également ajouté ceci, Madame von der Leyen. Elle impute alors toujours les difficultés énergétiques de l'Europe à la guerre, non pas aux sanctions qu'elle a elle-même infligées à Moscou, donc c'est quand même jouer un petit peu un jeu un peu étrange. Et puis, elle a invité les États membres de l'Union européenne à plus d'immigration pour renforcer notre économie, a-t-elle dit. Alors c'est formidable parce que ça va fonctionner, ça. Alors première chose, c'est dû à la guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie en Ukraine, même si nous sommes au bord en fournissant des armes. Mais ça n'a aucun impact sur l'économie. Non, ce qui a un impact sur l'économie, c'est les sanctions, le fait que notre énergie est hors de prix, qu'on va commencer à manquer de gaz. Et tout cela, ça crée un problème économique, une crise financière éventuellement à venir. Et c'est ça le problème. Donc elle ment complètement. Quant à dire qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, ça causerait une récession et qu'il faudrait faire venir de l'immigration, ça n'a absolument aucun sens, quoi. Vraiment aucun sens. Non, ces gens restent dans leur délire idéologique, mondialisme, immigration, et ils pensent que tout se résout comme ça. Le problème, c'est que leur logiciel est complètement inadapté au monde moderne, et ils sont en train de nous envoyer dans le mur. Alors, toujours Ursula von der Leyen, elle est allée, on l'a vu le 18 juillet dernier, faire un petit voyage en Azerbaïdjan pour un doublement des commandes en gaz pour l'Union européenne. Alors, rappelons que l'Azerbaïdjan est un État dictatorial qui mène une guerre contre la démocratie arménienne. Pourquoi cette dame, Ursula, ne mène-t-elle pas aussi sa croisade démocratique contre l'Azerbaïdjan en lui imposant des sanctions ? Parce que les Américains lui ont dit de faire des sanctions contre la Russie qui a envahi, violé le droit international en Ukraine, et en achetant plus de gaz russe, mais de ne pas faire de sanctions avec l'Azerbaïdjan qui a envahi l'Arménie et qui continue à l'attaquer.
En achetant cette fois-ci du gaz de l'Azerbaïdjan. On voit que tout cela n'a aucun sens. Ce sont des sanctions, en fait, qui sont au bénéfice du système américain. Je veux dire, je pense que Ursula von der Leyen, c'est le système germano-américain dans ce qu'il y a de pire, mais c'est certainement pas l'intérêt des Européens. Ça n'a aucune cohérence morale. Elle a bien rappelé d'ailleurs lors de son discours qu'il fallait mener la guerre contre les autocraties et nous renforcer, nous, les démocraties. Alors que l'Azerbaïdjan est une autocratie, qu'on renforce en achetant du gaz et qu'on laisse tranquillement détruire l'Arménie. On voit qu'on est dans vraiment une folie, quoi. Alors, toujours concernant notre énergie, ça va être une émission vraiment sur l'énergie avec vous, Philippe Murer. Emmanuel Macron a exhorté les Français, c'était le lundi 5 septembre, à être au rendez-vous de la sobriété. Et concernant la fermeture de cette centrale nucléaire à Fessenheim, il a déclaré qu'elle était la plus vieille de notre parc. Elle était à la frontière de l'Allemagne qui n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire. Ça veut dire quoi cet argument? Faire une centrale parce qu'elle est à la frontière avec l'Allemagne. Et que ça embête les Allemands. En fait, les Allemands nous disent non, c'est pas bien, elle est à la frontière, donc on n'en veut pas. Donc fermez-la. Donc en fait, il montre qu'il se soumet aux intérêts allemands. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave qu'il ait fermé Fessenheim parce que c'est 3% de l'électricité française, Fessenheim, qui vont manquer. Ce qui veut dire que si on a des pénuries cet hiver, Pierre, ça veut dire qu'on aura 3% de plus de gens qui seront touchés par la pénurie, c'est-à-dire juste 2 millions de Français, à qui on va couper le courant parce que Fessenheim est fermé. Et toutes les entreprises correspondantes. Donc on voit que c'est extrêmement grave. Je donne un autre exemple pour montrer la gravité de la fermeture de Fessenheim des 2 centrales. Au coût moyen de l'électricité en France sur les marchés français actuels, depuis un mois, c'est à peu près 500 € le mégawattheure. Avec la production de Fessenheim qui est de 13 TWh par an, en fait, Fessenheim rapporterait 6,5 milliards d'euros par an. C'est quasiment du bénéfice net. 6,5 milliards d'euros, alors que le coût de la construction de Fessenheim, c'était 3 milliards d'euros. Donc on voit que ces gens nous coûtent un pognon de dingue. En plus, ils sont d'une irresponsabilité totale puisqu'ils s'en défaussent. Macron sur Jean-Bernard Lévy en disant c'est de la faute d'EDF, c'est pas alors que c'est lui qui président d'EDF. Ouais. Alors que c'est lui qui a nommé le président de EDF et qui l'a confirmé en poste. Première chose. Et la deuxième chose, Édouard Philippe qui dit oui. Hier, vous l'avez vu, désolé, j'ai fait ça contre mon gré, mais ça ne changerait rien si Fessenheim était encore aujourd'hui ouverte. Parce qu'en fait, c'est tellement le bordel, parce qu'on a fait tellement n'importe quoi, qu'il y a plein de centrales fermées, que Fessenheim fermé, ça ne change pas grand-chose. Oui, ça va changer la vie de 2 millions de Français. Oui, en fait, j'ai fait une connerie tellement grosse... C'est à l'Est, en Alsace, donc on s'en fout un peu, quoi. Exactement. J'ai fait une connerie tellement grosse, encore disait-il, que finalement Fessenheim est une goutte d'eau dans cette bêtise. Non, c'est quand même une goutte d'eau importante qui concerne 2 millions de personnes. Alors, on écoute tous les jours religieusement notre chef de l'État qui nous a invités à la solidarité entre les pays européens. En effet, on voit que le gouvernement va donc priver les Français de gaz pour en donner à nos voisins allemands. Donc cette solidarité, est-ce qu'on a vu déjà les Allemands être solidaires vis-à-vis de la France? Non, c'est la France qui est le dindon de la farce permanente du couple franco-allemand. Elle va donner, en fait, alors ça a été annoncé qu'on allait donner 100 gigawattheures par jour, 100 gigawattheures, oui, par jour à l'Allemagne. Ce qui fait que sur une moyenne annuelle, c'est 36 térawattheures, donc ça fait 10% de notre consommation, de notre production de gaz, de notre consommation de gaz annuelle qu'on va donner à l'Allemagne. Donc au moment où on va manquer de gaz, parce que la Russie ne va pas nous en fournir, eh bien, on va donner le gaz à l'Allemagne qui est encore plus dépendante de la Russie. Voilà. Et donc on va sacrifier l'industrie française, le chauffage des Français, au bien-être de la Russie. Oui, mais attendez, je ne comprends pas. On nous a dit qu'en échange, les Allemands nous donneraient de l'électricité. On verra quand... Par contre, le contrat de comment ils vont nous en donner et quand de l'électricité, celui-là, il n'est pas clair du tout. Donc on verra s'ils le font. J'en suis pas sûr du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Mais Macron se fait couillonner de toute manière tout le temps. De la même manière, on prend des Algériens, on a des accords très très généreux avec l'Algérie pour donner des visas aux Algériens, à des dizaines de millions d'Algériens, pour qu'ils viennent étudier en France, pour qu'ils viennent se soigner en France.
Mais en fait, c'est les Italiens qui nous ont grillés et qui ont obtenu du gaz algérien supplémentaire, que les Algériens nous ont même pas proposé. Et donc Macron s'est déplacé en Algérie il y a un mois, je crois. Pour rien. Pour rien. En fait, pour qu'on lui dise, bah non, désolé Emmanuel, on a donné le gaz à l'Italie qui est venu le premier et toi, tu n'auras pas de gaz supplémentaire. Donc on est vraiment les dindons de la farce. Et en plus, on a dû faire de la repentance vis-à-vis de l'histoire coloniale française. Voilà. Tout ça en compagnie de gens extrêmement importants pour le voyage, Jack Lang, Jacques Attali. Voilà. Les ministres de la République. C'est ça, voilà, la pensée profonde qui s'est fait plaisir et qui est effectivement qui a fait de la sobriété en prenant un avion et en étant nourri aux frais de la République. Alors, on a également entendu Emmanuel Macron rappeler à ses concitoyens un objectif pour cet automne, cet hiver, économiser 10% d'électricité. Il a expliqué qu'il faudra donc moins de clim, moins de chauffage. Est-ce que ça suffira à 10% d'économie d'électricité pour s'en sortir et ne pas aller jusqu'à la fameuse rupture de courant? Alors, c'est quoi le problème exactement? C'est qu'en France, on a aujourd'hui la moitié des centrales nucléaires qui sont fermées. On y reviendra, je pense, à cause de l'indigence de nos gouvernements et du fait qu'EDF avait plus d'argent et on est en attrition de nucléaire. Donc, la moitié des centrales fermées. Hypothèse raisonnable, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut imaginer qu'on arrive à rouvrir un quart de nos centrales, qu'on ait 3/4 de centrales ouvertes. Habituellement, en hiver, depuis pas mal d'années, on est obligé d'importer de l'électricité. En fait, de l'extérieur pendant les pics de production de l'hiver. D'importer depuis l'Allemagne? Souvent depuis l'Allemagne, effectivement. Qui fabrique son électricité avec du charbon, voilà, ou du gaz. Donc, tout le problème, on devrait importer non seulement de l'électricité comme à chaque hiver depuis quelques années, mais beaucoup plus d'électricité puisqu'on aura un quart des centrales fermées. Alors là, quel est le problème? C'est que nos voisins vont manquer d'électricité, puisque eux, 20% de l'électricité est fabriquée à partir du gaz. Et on manque de gaz russe. Donc du coup, il n'y aura pas assez d'électricité pour nos voisins qui ne vont pas exporter chez nous. Et on va se retrouver dans des pics pendant les pics de consommation avec un manque d'électricité assez important, peut-être 10-15% de notre électricité. Et donc, on va avoir des pénuries sur plusieurs jours. Donc, vous voyez la correspondance. Ils veulent qu'on économise 15% de notre électricité. 10, il a dit. Alors, lui dit 10, mais ouais. RTE, qui dit plus la vérité, dit en fait c'est 15 qu'il nous faut. D'accord. Voilà. Ils veulent qu'on économise cette électricité pour arriver à être autosuffisant, parce qu'on ne pourra pas importer d'électricité des autres pays d'Europe. Je pense que c'est difficile. Parce qu'on en a discuté au téléphone, et vous m'avez rappelé ça, et c'est tout à fait bien vu, c'est que pendant le confinement Covid, on a baissé notre consommation d'électricité uniquement de 8%. Alors que tout était fermé, les gens étaient chez eux, ils n'avaient pas le droit de se déplacer pratiquement, et que les entreprises étaient fermées. Ça, c'est la baisse de consommation d'énergie française en 2020, donc voilà. L'année des confinements et des couvre-feux. Voilà. Et avec une récession évidemment majeure. Et avec tout ça, on n'a même pas réussi à atteindre 10, voilà. Que 8. Avec une récession majeure. Donc on voit que ça va être quasiment impossible. On est face à une crise très grave. La France va manquer d'électricité. Il y aura des pénuries. Il va y avoir des pénuries en Europe d'électricité, mais aussi de gaz. Et donc on va se retrouver avec une récession potentiellement monumentale. Crise énergétique, mais aussi crise économique. Qui dit crise économique dit crise financière. Tout ça va s'amplifier. Moi, je pense qu'on risque d'avoir la pire récession depuis 1945 en Europe grâce à ces sanctions. Le chef de l'État avait prévu en 2018 la fermeture de 12 centrales d'ici 2035. On a déjà fermé les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ces fermetures sont toujours d'actualité ? Théoriquement, oui, c'est toujours dans la loi. C'était une décision de Macron, je crois, de 2019 et 2020. C'est toujours dans la loi. Ce qui est assez amusant à regarder, c'est leur imprévoyance. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont décidé de fermer Fessenheim et les 12 autres centrales, la production d'électricité nucléaire française avait déjà fait moins de 20% par rapport à 15 ans avant. On était déjà sur une pente descendante. Et en même temps, ils voulaient augmenter la consommation d'électricité en mettant tout le monde à la voiture électrique dans les 10 années à venir. Oui, c'est ce que nous explique Mme Pannier-Runacher. C'est ça. La nouvelle égérie du gouvernement. Elle nous dit mais non. On est vraiment dans le monde des fous. Elle nous dit mais non, Pannier-Runacher. En fait, les voitures électriques vont permettre d'envoyer de l'électricité sur le réseau. Donc c'est magique. Donc je ne sais pas comment elle pense le monde, mais on est vraiment chez les fous. Donc
Donc pour plusieurs raisons. Ces fermetures centrales étaient complètement incompatibles avec la hausse de la consommation due à l'électrification du transport automobile et de tous les transports. En plus de ça, c'était incompatible avec le climat, il faut le rappeler. Parce que le but, c'était de fermer des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité tout le temps, pour ouvrir des éoliennes et des panneaux solaires qui n'en produisent que la moitié du temps quand il y a du vent et du soleil, et l'autre moitié du temps, mettre des centrales gaz et charbon, qui, elles, produisent du CO2. Donc en fait, quand vous fermez une centrale nucléaire, vous consommez plus de CO2. Donc ils vous disent qu'ils veulent fermer du nucléaire pour améliorer le climat, alors que fermer des centrales nucléaires, ça détériore nos émissions de CO2 et donc le climat. Donc on est vraiment chez les fous. Et dernière chose que je voulais dire, quand Macron dit « Ah ben je ne savais pas, on n'a pas eu de chance », non. Les institutions françaises, les RTE, les gens qui s'occupent de l'énergie, ont prévenu le gouvernement, ça se trouve sur Internet, en 2018 et 2019, qu'on aura beaucoup de problèmes sur l'électricité, même sans fermer Fessenheim. Donc que les problèmes sont encore pires avec Fessenheim fermé. Oui, on a affaire à des irresponsables. C'est ce que rappelait Jean-Bernard Lévy l'autre jour au sommet, à la rentrée du MEDEF. Voilà, moi, on m'a dit depuis des années que le nucléaire allait diminuer, donc j'embauche des ingénieurs français pour fermer des centrales et pas à les ouvrir. Et en fait, c'était une mesure de bon sens, et on voit Agnès Pannier-Runacher se décomposer sur le plateau, puisque la vérité lui était envoyée. Effectivement, quand on dit qu'on va fermer 12 centrales et qu'on ferme Fessenheim, qu'on est dans l'attrition, c'est extrêmement difficile de recruter. C'est extrêmement difficile de recruter parce qu'en plus, EDF a été vidé de son argent par deux moyens. Par l'ARENH sous Nicolas Sarkozy, qui impose de vendre 1/5 de l'électricité produite par EDF au niveau nucléaire à ses concurrents privés à 30% en dessous du prix de revient. Oui, c'est le tarif ARENH. Ouais. Voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises qui peuvent survivre quand on lui demande de vendre 1/5 de sa production à ses concurrents, 30% en dessous de son prix de revient, donc en perdant de l'argent. Et qu'eux revendent plus cher. Et donc ils se font de la marge, eux, sur nos pertes. Exactement, sur les pertes d'EDF, qui est notre patrimoine public. Donc on est chez les fous, on a créé des coquilles vides qui ne font rien, à part envoyer des factures aux clients et appeler les clients pour les avoir, mais ils n'ont ni le réseau d'électricité, ni ils ont construit la moindre centrale électrique pour produire. Ça a vidé EDF de l'intérieur. En plus de ça, on a privatisé EDF partiellement en le mettant en bourse. Évidemment, donc EDF devait servir ses actionnaires et les dividendes plutôt que de faire le maximum d'entretien, d'autant plus qu'il avait des problèmes de rentabilité. Il y a ce problème de fermeture de centrales, il y a le problème du marché européen de l'électricité qui a rendu les prix hyper volatiles parce que, en fait, on a mis un marché européen de l'électricité qui est l'électricité, un truc qui ne se stocke pas. Contrairement au pétrole, c'est un flux tendu, ça se stocke absolument pas, contrairement au pétrole. Donc, on a mis des traders dessus, des futurs, des instruments de spéculation, ce qui fait qu'on amplifie de façon folle les prix, et à la baisse, ce qui détruit les producteurs comme EDF, et à la hausse, ce qui détruit les clients. Dernière chose de folie, alors ça c'est non-gouvernement, mais qui ont accepté ce qu'a fait l'Union européenne, c'est de dire qu'il faut fermer les centrales nucléaires, il faut fermer les centrales à charbon, il faut mettre des énergies renouvelables intermittentes. Donc on se retrouve avec de moins en moins de moyens de production stables, de moins en moins de moyens de production pilotables, et de plus en plus d'électricité intermittente, chacun comptant sur le voisin pour lui donner l'électricité quand il n'en a pas. Et là on se retrouve avec un système hyper fragile. Et nos crétins de dirigeants... Comme lors du Covid, quoi. C'est exactement... On compte sur le voisin chinois pour nous envoyer des médicaments, mais bon, quand la chaîne est cassée, ou des masques, on est dans la panade. Et quand on en a besoin, ils ne nous en donnent pas et on est dans la panade. Et tout ça, c'est dans ce contexte que nos crétins de dirigeants ont décidé de faire un embargo sur l'énergie russe, qui est un tiers de notre énergie. Voilà comment ils nous ont mis dans la plus grosse panade qu'on ait jamais eue depuis des dizaines d'années. Et M. Macron qui a jugé les propos de Jean-Bernard Lévy lors de cette conférence de presse du 5 septembre, de propos inacceptables parce que c'est faux et irresponsable. Évidemment, il ne faut pas attaquer le président roi, c'est irresponsable et c'est interdit même. Alors Emmanuel, on le verra dans un instant après la pause, a déjà menacé les Français de les contraindre à la sobriété. On voit ça dans un instant. On continue cette émission sur l'aberrante politique énergétique de nos maîtres, Emmanuel et Ursula.
avec Philippe Murer. J'ai entendu encore une fois notre chef de l'État nous dire ceci: si la responsabilité collective n'est pas au rendez-vous, alors nous irons vers des mesures de rationnement et de sobriété contrainte. Alors, de quels outils dispose le gouvernement pour contraindre les Français? Alors, première chose, c'est qu'en fait, il est en train de mettre la faute sur les Français. C'est-à-dire que l'énorme erreur des sanctions qu'ils ont faites, qui fait qu'on manque d'énergie et qu'on est dans un suicide européen sur ce sujet-là, parce qu'on n'a jamais vu une zone se passer d'un tiers de son énergie volontairement, hein, ça c'est tout nouveau. Eh bien, il dit, c'est pas de ma faute, ça va être de votre faute si vous faites pas tout bien. Comme pendant le Covid, culpabilisation. Si vous ne vous faites pas piquer, exactement. Ça va continuer. Ça sera de votre faute si ça continue. Donc, ils font d'énormes erreurs et ensuite, ils mettent les erreurs sur le dos des Français. Alors, sur ce problème de sobriété, j'ai envie quand même de revenir aux Gilets jaunes pour montrer l'indécence du pouvoir. C'est-à-dire que les Gilets jaunes sont allés dans la rue, c'est pas rien. Ils étaient soutenus par 80% des Français. C'est des gens, 1 million de personnes qui sont dans la rue pendant plusieurs mois tous les week-ends pour dire on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à donner assez à manger à nos enfants, on ne s'en sort plus. Donc ces gens-là n'étaient pas du tout dans l'aisance, hein. Ils étaient déjà dans la sobriété contrainte par les moyens économiques. C'est indécent d'expliquer maintenant il faut aller dans la sobriété, c'est la fin de l'abondance à ces gens-là. La deuxième chose, c'est qu'il nous passe ça sous le thème de sobriété écologique, vous avez remarqué. Il nous explique que l'écologie, c'est de subir une régression économique et sociale, de subir des pénuries, même d'électricité en plein hiver. C'est ça l'écologie. Et là, c'est une instrumentalisation et c'est parfaitement scandaleux. Parce que si on pousse le bouchon un peu plus loin, en fait, ces gens-là, par exemple, nous feraient retourner au Moyen-Âge, je caricature, et nous diraient c'est une victoire sur le climat. C'est bon pour la planète. C'est bon pour la planète. Alléluia, nous avons baissé nos émissions de CO2. De qui se moque-t-on? L'écologie, c'est avoir... Vous êtes tous morts, mais la planète va bien. Exactement. Alors que l'écologie, c'est d'avoir des énergies sans CO2, se passer des énergies fossiles, mais assez d'énergie. C'est pas d'avoir des pénuries d'énergie. Donc là, il se fout de nous et il instrumentalise pourtant un sujet qui est la défense de la nature, qui touche tous les Français en le salissant, très clairement. Donc je trouve ça très gênant. En fait, ce dont ils nous parlent, c'est qu'en fait, on va subir à cause de leurs erreurs une grave crise énergétique, une grave récession économique. Et en fait, nos dirigeants préfèrent que l'Europe continue, et la France continue à courir à la ruine à cause de leurs sanctions, plutôt que de reconnaître qu'ils se sont trompés et de revenir sur leurs sanctions. Malheureusement, leur ego compte beaucoup plus que le sort du Français moyen. Du coup, Philippe Murer, est-ce que vous pensez que, comme pour le Covid, avec ce nouvel épisode de crise imposé aux Français par Emmanuel Macron et l'Union européenne, la sidération, la culpabilisation, la menace que l'on fait peser sur les Français les empêche de se rebeller contre ces sanctions qui sont prises contre leurs intérêts? Alors c'est vrai que est-ce que vous pensez que ça les empêche de sortir comme contre le Covid? C'est comme pour le Covid, c'est la même méthode de peur et de sidération. Je pense que ce qui les empêche de sortir dans la rue, c'est ça, mais c'est aussi le fait qu'ils ont peur que le pouvoir soit d'une énorme violence comme il a été contre les Gilets jaunes, c'est-à-dire de gazer des gens pacifiques du matin au soir, de 9h du matin jusqu'à 18h, et de crever les yeux des manifestants. Ce qui était quand même une violence absolument épouvantable et qui a marqué les gens. En plus, je pense que les gens savent que Macron a acheté 90 blindés de gendarmerie qui peuvent tirer du gaz lacrymogène et même qui peuvent tuer. Les fameux VAB. Les fameux VAB, effectivement, pour éviter tout problème social et pour tenir le peuple. Le but de ce gouvernement étant pas de faire une bonne politique qui satisfait le peuple, mais de tenir le peuple coûte que coûte. Alors ce qu'on voit, c'est que pour la crise Covid, ils n'ont pas créé le pass sanitaire et le pass vaccinal pour tenir les gens. Et puis là, ils sont en train de créer le pass. Ils sont en train de se poser la question. C'est le Parisien qui posait la question. Le Parisien étant le journal de M. Bernard Arnault, ami d'Emmanuel Macron, faut-il créer un pass carbone pour contrôler nos consommations d'énergie et de CO2, les compter, les limiter et donc contraindre les Français. On est toujours dans le contrainte, on n'est pas dans l'adhésion comme ça, ce fut le cas, on est dans la contrainte. Vous voyez, par exemple, Pompidou en 73, il y a un choc énergétique. C'est vraiment indépendant de sa volonté. C'est les pays arabes qui disent maintenant ça suffit, le pétrole à $4. Le pétrole est multiplié par 20 en 5 ans. Pompidou dit aux Français, à ce moment-là, on va faire des économies d'énergie. Et il y avait pas mal de place pour le faire.
Tout le monde a été d'accord avec ça. Et on va mettre en place aussi une construction de centrales nucléaires, le plan Mesmer, pour construire suffisamment de centrales nucléaires pour nous passer de pétrole pour l'électricité. Donc on voit que, et c'était un mécanisme d'adhésion qui passait très bien. Aujourd'hui, c'est un mécanisme de sanction. Attention, il faut baisser votre consommation. Attention, vous allez être puni. Attention, vous allez avoir des pénuries. Et donc, c'est un mécanisme très malsain. Est-ce qu'on peut parler de fabrique du consentement par la contrainte ? Oui. Mais bon, mais c'est même plus une fabrique du consentement, quoi, social, avec une adhésion. C'est vraiment, vous obéissez ou vous allez avoir des problèmes. Il y a donc ce passe carbone qu'on évoque. Il y a l'identifiant numérique sur Internet, pareil, pour vous contrôler sur Internet. Il y avait le pass vaccinal pour vous contrôler sur les loisirs. Il y a l'euro numérique qui arrive dans les 1 an, qui va vous contrôler sur les achats. Et ça sera la Banque Centrale Européenne qui le tiendra et qui pourra vous empêcher d'acheter. J'ai entendu que de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden lance le dollar numérique également. Oui, tout à fait. Apparemment, les élites occidentales ont les mêmes projets. Contrôler les citoyens, les tracer, les surveiller et éventuellement les punir et les débrancher. On est clairement dans un contrôle social et même on pourra avoir un crédit social à la chinoise avec tous ces instruments, noter les citoyens s'ils font bien ce que veut le gouvernement, s'ils n'embêtent pas le gouvernement en disant des choses contre le gouvernement sur les réseaux sociaux. Et on est là-dedans. Et il y a une raison très simple, c'est que les élites sentent la colère du peuple. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles sentent, par rapport à toutes les politiques absurdes qu'elles mènent, par rapport aux régressions économiques et sociales, et qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent se prémunir, conserver leurs privilèges et avoir tous les moyens de contrôle pour se prémunir de la moindre révolte. Un contrôle social mis en œuvre, en tout cas dans les projets de M. Schwab, de son Forum économique mondial, qui avait d'ailleurs, à ce titre, remis une distinction honorifique à Xi Jinping, qui est le spécialiste du traçage de ses citoyens chinois et de la reconnaissance faciale et de toutes ces nouvelles technologies 5G alliées. Exactement. Et dans le dernier Forum économique mondial, il y avait Klaus Schwab qui recevait la personne qui a mis en place une carte carbone. Voilà, une carte carbone, carte Mastercard carbone qui permet de contrôler et de limiter la consommation de CO2 et d'énergie d'un particulier. Donc tout cela, ce sont les élites occidentales qui sont en train de faire ça. Je pense que les élites chinoises, indiennes et russes ne sont pas du tout de leur côté. Donc on est en train de se couper des BRICS et de 80% du monde. Et ces dirigeants sont en train d'essayer de tenir le peuple et la colère du peuple par tout un contrôle social qui est complètement fou. Si les gens pensent que j'abuse et que j'interprète et que j'extrapole, allez voir le rapport du Sénat sur le crédit social. Tapez dans Google « Crédit social, rapport Sénat ». Ils expliquent ce qui se passe en Chine avec le crédit social qui est absolument intolérable. Et les sénateurs trouvent ça plutôt intéressant comme technologie. Ils ne sont pas du tout choqués par la destruction des libertés que ça représente pour les Chinois. Et il y a même un sénateur, les Républicains de bon ton, très modéré, qui dit, M. Xavier Ogonet, qui dit « De toute manière, en France, il faudra le crédit social. Un jour, nous le verrons. » Et contrôle social, ça tombe bien, puisque les compteurs Linky nous ont été imposés il y a quelques mois, quelques années. Moi, j'ai reçu personnellement plusieurs appels de EDF pour m'inciter plusieurs fois, relance, quand est-ce que vous mettez votre truc Linky, etc. Et vous avez tenu bon ? J'ai cédé à un moment. Ouais, vous avez cédé à un moment, et moi aussi. Donc, et malheureusement, le compteur Linky est fait pour permettre de prendre la main sur votre consommation d'électricité. Parce qu'au départ, il a été fait pour... ce qui consomme beaucoup dans une maison, c'est les ballons d'eau chaude électrique. Et avec les énergies renouvelables intermittentes, c'était pour dire si on a beaucoup d'électricité renouvelable, eh bien à ce moment-là, on va mettre en marche les ballons d'eau chaude et ne pas les mettre en marche quand il y a beaucoup de consommation d'énergie. C'était fait pour ça. Donc les compteurs Linky permettent de prendre la main sur la consommation, permettraient de limiter un certain niveau de consommation maximale chaque foyer pour éviter, entre guillemets, la pénurie complète de certains foyers. Donc on voit que c'est un moyen. Alors le gouvernement a dit qu'il ne l'utiliserait pas pour l'instant, mais en tout cas, il peut l'utiliser pour gérer la pénurie d'électricité. Alors j'ai vu une petite capture d'écran l'autre jour sur Twitter avec deux images, l'une à côté de l'autre. La première image, c'était donc avant l'élection présidentielle, déclaration d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de coupure d'électricité l'hiver prochain.
Après l'élection présidentielle, notre président déclare ceci: la coupure d'électricité n'interviendra qu'en dernier ressort. C'est-à-dire quoi le dernier ressort? C'est quand il le décidera lui-même? Oui, tout à fait. Déjà, il nous montre qu'il ne tient absolument pas ses promesses, puisque tous les ferments étaient déjà là avant l'élection présidentielle. Après, de toute manière, il y aura des coupures d'électricité. Je pense cet hiver, à moins que l'hiver soit extrêmement chaud et qu'on n'ait pas besoin du chauffage électrique, il y aura très probablement des pénuries d'électricité puisque nos voisins ne nous permettront pas, nous exporteront pas d'électricité puisqu'ils en manqueront eux-mêmes et que nous en manquerons à cause des centrales nucléaires. Après, dernier ressort, c'est qu'il va fermer des usines, en fait. Oui, il y en a déjà plusieurs, des fours qui ont fermé. Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui sont en train de fermer parce que l'énergie est trop chère, à cause des tarifs déréglementés pour les entreprises sur l'électricité, puisque l'électricité est en train de doubler, voire quadrupler pour certains fabricants. Donc, il y a Fonderie de Chaumont qui disent « nous, on ne pourra pas payer la note ». Il y a Duralex, aujourd'hui, qui a fermé son usine temporairement sur le verre. Arc, on a Ascométal dans l'acier, on a les moitiés des fondeurs européens qui, pas à cause des pénuries, mais juste à cause du prix trop élevé de l'énergie et notamment de l'électricité, ont fermé leur fonderie temporairement. Et là où on voit le désastre économique. Et vous l'écriviez dans l'un de vos articles, Philippe Murer, le président de Système U, le président des hypermarchés, qui a dit qu'en 2023, sa facture d'électricité allait doubler. Allait doubler, effectivement. Et d'autres, et puis il disait même que pour les petits, ça allait quadrupler. Et on voit déjà, donc on voit que pour certaines activités, en fait, ce prix d'électricité très cher va être ingérable et va détruire des entreprises. Donc on va vraiment détruire une partie de notre base industrielle. Cette destruction ne va pas être que pour cet hiver, parce qu'en fait, il y a 3 ans de manque d'électricité à 5 ans de manque d'électricité et d'énergie en général en Europe. Donc on va détruire une partie de notre industrie encore. Donc on va vraiment vers une forte régression économique. Et je pense qu'il faut que le peuple français en ait conscience. Tout cela, Philippe Murer, malgré cet outil, le blocage des prix dont Bruno Le Maire est très fier, il le déclare dans les médias. Ça serait quoi le prix du gaz et de l'électricité s'il était au prix coûtant aujourd'hui? Alors, le bouclier tarifaire. Oui, voilà. En fait, ils ont fait une erreur. Et ils vont nous sauver. On voit, ce sont des pompiers pyromanes. Ce sont des pyromanes qui allument un brasier en faisant l'erreur des sanctions et qui prennent ensuite le costume de pompier pour dire qu'ils vont nous sauver avec l'argent public. Le bouclier tarifaire, pour le moment, il coûte au moins 50 milliards d'euros. Il va coûter au moins 50 milliards d'euros sur l'année. Ça consiste en quoi? Alors, déjà, ils ont dit sur le gaz, le prix devrait être le double. C'est-à-dire que les gens qui se chauffent au gaz, qui en ont en moyenne pour 1 500 euros, devraient en avoir logiquement pour 3 000 euros et l'État paye la moitié de la facture. Bien sûr, avec l'argent de tous les contribuables. Pareil pour l'électricité. L'électricité devrait être 20 ou 30% plus chère aujourd'hui au minimum, voire peut-être encore plus. Ça, les chiffres, le gouvernement n'a pas donné les chiffres et c'est difficile de le dire exactement. Et c'est EDF qui a pris la paume, puisque EDF perd un argent fou cette année, puisque EDF a été ponctionné par Emmanuel Macron pour empêcher la hausse des prix de l'électricité et est en train d'être abîmé. Donc on aura au moins 20 ou 30% de hausse des prix. Après, c'est pris sur l'État, et puis il y a un moment donné, on ne pourra plus faire face à ça. Ça fait exploser la dette publique. Et dernière chose, l'État peut imprimer de la monnaie, mais il ne peut pas imprimer de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y en aura pas. Il peut mettre autant de milliards sur la table qu'il veut, il n'y aura pas de possibilité d'en importer. Pareil pour le gaz, qui est très difficile à trouver. Oui, pendant que les Russes exploitent des ressources premières, nous, on imprime des billets. Exactement. Bon. Exactement. Et ça, au bout d'un moment, c'est la production réelle qui compte et pas la production virtuelle de monnaie qui va compter. Ça montre vraiment l'affrontement entre des pays qui font de la production réelle et des pays qui délocalisent leur industrie, leur production réelle, justement, et qui sont complètement hors sol, avec des dirigeants qui sont hors sol. Je vous lisais dans Boulevard Voltaire, il me semble que c'est dans ce média-là, comment la France, qui disposait, Philippe Murer, d'une énergie stable, abondante et peu chère, en est arrivée, dites-vous dans votre papier, à une multiplication par 20 des prix du marché du gaz et par 12 de ceux de l'électricité. Alors, en fait, c'est l'Union européenne qui a tout libéralisé, tout privatisé. Ces services publics de l'électricité et du gaz fonctionnaient extrêmement bien, étaient très stables. La France même avait été capable, avec le plan Mesmer, de passer d'une électricité faite à partir de fioul et de charbon à une électricité faite à partir de nucléaire sans CO2 en 20 ans. Et là, depuis 20 ans, l'Union européenne fait tout, avec l'assentiment de tous les gouvernements,
pour détruire notre système énergétique. Donc il y a eu Sarkozy, Hollande et Macron. Donc Sarko, c'est la reine qui détruit EDF puisqu'il vend à perte de l'électricité à ses concurrents. Il y a la privatisation EDF qui favorise la rentabilité. Il y a le fait que EDF entretient moins ses centrales parce qu'il n'a plus d'argent et qu'il veut faire monter son cours de bourse. Il y a la fermeture de Fessenheim et de 12 autres centrales qui est prévue. Il y a les difficultés de recrutement qu'on a évoquées, puisqu'on est dans un mécanisme d'attrition du nucléaire et que les médias disent le nucléaire c'est pas bien, il en faut moins, donc les jeunes ne veulent plus. Les jeunes brillants ingénieurs de Polytechnique, de Centrale et d'autres écoles ne vont plus dans le nucléaire. Ne vont plus dans le nucléaire, qui n'est pas une filière d'avenir. Donc ça, c'est de la faute des politiques et des médias. La suppression, dites-vous également, des contrats de gaz à long terme par l'Union européenne. C'est vrai, l'Union européenne. Alors, la France a encore des contrats de gaz à long terme, ce qui fait que ça explose pas trop ses prix. Mais l'Union européenne a décidé que les contrats de gaz à long terme seront interdits. Donc cette protection-là, qui permet d'avoir que des prix multipliés par 2 et pas par 5 ou par 10 comme d'autres pays, va être supprimée. Il y a le fait que les tarifs réglementés aussi, qui permettaient d'avoir un coût stable pour chaque utilisateur, qui était prévisible, ont été supprimés par l'Union européenne pour le gaz, pour toutes les entreprises, pour l'électricité, pour toutes les entreprises au-dessus de 10 salariés. Donc ça crée des marchés où les prix augmentent très très fortement, ce qui déséquilibre complètement les entreprises. Donc tout a été fait pour casser le système énergétique français et européen. Et donc, ce sont des gens complètement irresponsables. C'est le logiciel de l'Union européenne. On détruit les services publics, on détruit l'industrie, et on se retrouve avec que les yeux pour pleurer. Donc, on a tourné le dos à notre parc nucléaire. Résultat, vous le dites, on a des problèmes de corrosion au sein des réacteurs. Je veux dire, aujourd'hui, on a la moitié de notre parc, alors nucléaire qui est en fonctionnement alors que nous sommes en pleine crise énergétique. C'est clair. On a la moitié des centrales dont il y en a un quart, elles sont fermées parce que effectivement, il y a eu la crise Covid, donc Macron a dit faut pas réparer les centrales nucléaires pendant la crise Covid, il faut pas les entretenir. Il y a le fait qu'EDF n'investit pas assez d'argent et le parc s'affaiblit de plus en plus. Je rappelle qu'aujourd'hui, en fait, on est à moins 40% de production nucléaire par rapport à 2005. Et on va à peine remonter en 2023 et 2024 selon les prévisions officielles des instituts. Donc là, on a un problème. Après, l'histoire de la corrosion sur le circuit de secours qui a mis 12 centrales hors jeu, là, c'est vraiment pas de chance. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le détecter facilement. Ce sont des circuits de secours, donc il y a des micro-fissures de 1 mm généralement d'épaisseur. Sur les soudures, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai qu'on a tellement peu de capacité maintenant de réparation et de sous-traitance qu'EDF est obligé pour ça d'aller importer en secours des soudeurs de l'étranger des États-Unis parce qu'il n'y a plus assez de compétences pour la maintenance en France. Parce qu'il faut faire ça sur la durée, il faut arrêter d'appeler à la sous-traitance, il faut avoir des gens vraiment formés en interne pour travailler sur ce genre de sujet, quoi. Les conséquences de ces sanctions, et non pas de la guerre, comme veut nous le faire croire Ursula von der Leyen, à court et moyen terme, vous dites que les coupures de courant pour plusieurs jours sont quasi inévitables. Ça sera quoi les conséquences? Alors, pour cet hiver, le résultat pour les ménages et pour les entreprises? Alors, pour cet hiver, c'est quasiment assuré. Alors, il y aura deux choses. Les conséquences, ça va être une énergie chère sur le long terme, puisqu'on n'aura plus l'énergie russe pas chère. On va acheter du gaz de schiste américain polluant, ou on va acheter du gaz du Qatar, mais il n'y en a pas assez. Donc tout ça, on fait augmenter les prix de l'énergie au niveau mondial. Et il y a le problème des pénuries qui, là, c'est carrément, il n'y a plus d'électricité du tout, il n'y a plus de gaz du tout. Donc ça, c'est deux choses. Donc les conséquences, c'est que pour les ménages, ça va créer une hausse des prix et des problèmes pour se chauffer, des problèmes d'accès à Internet s'il n'y a pas d'électricité, des problèmes pour se cuisiner s'il n'y a pas d'électricité, pour les gens qui seront coupés du réseau pour quelques heures. La deuxième chose, pour les entreprises, ça va faire une énergie très chère. Elles ne sont pas protégées par les tarifs réglementés, donc ça va les couler, probablement. Tout un certain nombre d'entreprises qui dépensent beaucoup d'énergie, qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc c'est la moitié des fonderies européennes qui sont aujourd'hui fermées. Elles vont donc partir et se délocaliser. Donc on va avoir un désastre industriel et une baisse du niveau de vie des ménages
en Europe et en France en particulier. On l'avait évoqué dans une précédente émission avec Olivier Pichon, le cas des engrais azotés que la France ne fabrique plus depuis plusieurs années. Des engrais azotés par contre qui sont fabriqués par la Russie. Comment comment vont s'y prendre les agriculteurs français pour avoir une production l'année prochaine ? Alors, ces engrais azotés, soit ils sont fabriqués en Russie, on en importait beaucoup, puisque la Russie a du gaz pas cher, qu'elle se vend elle-même à un prix peu cher, et donc les engrais sont pas chers. On ne veut plus les importer. Deuxième chose, toutes les usines de fabrication en Europe d'engrais azotés à partir de gaz sont en train de fermer parce que le gaz est trop cher. Donc, il n'y aura pas assez d'engrais en Europe en 2023, l'été 2023. Donc, deux possibilités. L'Europe, c'est quand même un immense marché des engrais. Donc l'Europe va essayer d'aller acheter partout à l'international les engrais qu'elle trouve. Donc elle va faire monter le prix de ces engrais. Et il n'y en aura sans doute pas assez pour l'Europe. Première conséquence. Donc on va avoir un problème de production agricole potentiel. Deuxième conséquence, en faisant monter le prix des engrais, comme on fait monter le prix de l'énergie, on est en train de foutre par terre plein de pays émergents qui ne sont pas assez riches, à qui on prend le gaz. Les aides alimentaires internationales dont ils ne vont plus pouvoir bénéficier. Non, mais même les engrais vont devenir... En fait, les Européens vont les acheter, donc vont les prendre à ces pays émergents qui n'ont pas les moyens. Oui. Comme on prend le gaz à plein de pays émergents qui n'ont pas les moyens, et on est en train de mettre vraiment des problèmes énormes pour des pays pauvres ou de niveau moyen qui n'ont pas les moyens de se payer cette énergie, qui se font squeezer par l'Europe. Et c'est en train de... ça fait la catastrophe du Sri Lanka, au Bangladesh, il y a des révoltes pour l'énergie. Dans plein de pays du monde, on va avoir des révoltes pour l'énergie à cause de l'Europe qui met tout le système énergétique en tension dans le monde entier. Vous évoquez un manque de gaz, Philippe Murer, pour les 3 à 5 années à venir. Pourquoi ça sera si long ? Parce que le gaz, c'est le produit le moins facile à transporter, parce que évidemment, il a une très faible densité énergétique. Alors, soit on le transporte par pipeline, il faut 5 à 7 ans pour construire un pipeline, comme on l'avait vu pour Nord Stream 2 en Allemagne. Comme on a décidé que nos pipelines avec la Russie, on ne les utiliserait plus, enfin, il y a eu un embargo russe, on voulait faire un embargo et la Russie a fait un embargo avant nous, donc on n'aura plus de gaz. Il faut maintenant que les producteurs alternatifs comme les États-Unis avec leur gaz de schiste, le Qatar, etc., produisent plus de gaz. Il faut construire des bateaux méthaniers qui vont mettre des années à être construits pour transporter ce gaz. Et il faut des usines de liquéfaction de gaz dans ces pays et des usines de gazéification en Europe. Donc tout ça que l'on n'a pas. Que l'on n'a pas. On n'en a que quelques-unes, on n'en a pas du tout assez. Donc il va falloir construire tout ça. Et donc ça veut dire 3 à 5 ans. Donc quand le gouvernement nous dit oui, on a un hiver difficile, non, on a plusieurs hivers difficiles, ce qui va poser des problèmes de niveau de vie sur plusieurs hivers, mais surtout détruire l'industrie et la base de la prospérité européenne. C'est ça qui m'embête. Et dernière chose, même après ces 5 ans, si les sanctions ne s'arrêtent pas, que se passera-t-il ? C'est que la Russie vend à la Chine pas cher cette énergie. Donc l'Asie aura une énergie moins chère que l'Europe. Nous, on aura une énergie très chère. Et donc, ça va faire délocaliser encore plus nos industries en Asie sur le moyen terme. Donc, on est perdant, touché, coulé au niveau industriel et économique avec cette crise énergétique qui va durer. D'autant plus que nous avons donc la moitié de notre parc nucléaire en fonctionnement pendant cette crise, mais le président nous a annoncé qu'il allait construire des petits réacteurs, mais c'est pas tout de suite, on ne va pas pouvoir compter là-dessus tout de suite, quoi. Ah, il n'a rien fait pour ça, hein. Il n'y a pas de plan de recherche sur des petits réacteurs. Hein. Les SMR, là. Les SMR, oui. En fait, c'est encore Bill Gates qui a eu cette idée qui est intelligente là-dessus, de construire des petits réacteurs fabriqués, surtout qui peuvent être fabriqués essentiellement dans l'industrie, donc c'est moins complexe, et donc à gérer. C'est a priori moins dangereux si on fait des réacteurs à fission liquide. Donc il y a Bill Gates qui fait ça aux États-Unis et d'autres boîtes privées. En Chine, ils font aussi des essais et des expérimentations, mais la France ne fait rien. Macron, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé les essais sur Astrid pour les centrales de 4e génération.
En fait. Donc il n'y a rien qui est vraiment lancé, il n'y a pas de projet. Ça, ce sont des paroles, uniquement des paroles, et malheureusement pas des actes de Macron. Face à la catastrophe que Macron et Madame von der Leyen pourront constater, est-ce qu'on peut imaginer qu'il recule, qu'il fasse machine arrière sur les sanctions en les adoucissant pour renouer des relations commerciales avec Vladimir Poutine ? Bah c'est ce que la sagesse voudrait, vu que ces sanctions enrichissent la Russie et nous appauvrissent nous. La sagesse voudrait qu'on arrête ces sanctions et de reconnaître nos erreurs. Mais je pense que nos gouvernements sont incapables de reconnaître nos erreurs. Ursula von der Leyen et Macron sont les caniches des Américains et ne servent absolument pas les intérêts ni des Français ni des Européens. Donc malheureusement, je ne vois pas pourquoi on arrêterait les sanctions, à moins qu'il y ait un Trump qui arrive au pouvoir et qui veuille une pacification des États-Unis avec la Russie, et ce qui permettrait d'arrêter ces sanctions complètement folles de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Madame von der Leyen a en tout cas déclaré l'autre jour dans son discours sur l'état de l'Union, je veux que ce soit clair, les sanctions ne sont pas prêtes d'être levées, les sanctions contre la Russie vont continuer et il ne faut pas chercher l'apaisement, l'heure est à la détermination, pas à l'apaisement, donc on ne veut pas faire la paix en Europe. Donc, moi je croyais, les européistes nous ont dit pendant 40 ans que l'Europe c'était la paix. En fait, l'Europe, c'est la guerre, quoi. Ce qu'elle veut, cette dame, c'est la guerre. Elle est la guerre au cœur du continent. C'est toujours dangereux parce que c'est déstabilisant pour l'ensemble du continent. Donc le nationalisme, c'est la guerre, mais le fédéralisme aussi, quoi. Bah, c'est l'impérialisme, en fait. Ce qu'avait dit Mitterrand sur le nationalisme, oui. C'est la guerre. Les Allemands font la guerre quand ils sont nationalistes, pas les Français. Les Français ont déclenché très peu de guerres dans l'histoire. Les Français ont été pacifistes et ça fait bien longtemps. Donc, il ne faut pas confondre tous les nationalistes non plus. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement des gens, une Union européenne qui cherche la guerre et qui ne cherche absolument pas l'apaisement et la paix, parce qu'il y a une négociation possible, en fait, entre la Russie et l'Ukraine pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Il est tout à fait possible, peut-être, que le Donbass soit réellement autonomisé, qu'on laisse et que l'Ukraine n'ait plus la main dessus. De toute manière, l'Ukraine déteste le Donbass, puisqu'elle passe son temps à le bombarder depuis 8 ans. En tout cas, il y a des solutions diplomatiques possibles. Il est extrêmement dommage qu'on cherche la guerre, et je pense que c'est extrêmement dommageable. C'est toujours la pire des choses. Il y aura des tués, il y aura des destructions économiques, des destructions de biens. C'est tout à fait dommageable. Merci Philippe Murer, c'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs le titre de vos ouvrages, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant et sortir du capitalisme du désastre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le pouce en l'air et à nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement de cette vidéo sur Internet. Merci à tous et merci monsieur. Merci beaucoup.